Sunday Night Production. Dans cette deuxième partie de cette émission spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, on va s'intéresser à l'athlétisme, à la piste et au marathon. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En première partie d'émission, on s'est intéressé au triathlon, on s'est intéressé aussi à l'héritage des Jeux et dans ce deuxième épisode, on va parler de la spécialité de monsieur Fred Bellouz, l'athlétisme. Salut Fred, est-ce que ça va bien depuis tout à l'heure ? Ça va toujours aussi bien depuis tout à l'heure. Salut Guillaume, salut à toutes et tous. Ça va toujours aussi bien et enfin là on va toucher au cœur de l'olympisme qu'est l'athlétisme. Excusez-moi d'être il est chauvin. chauvin. Pour toi, mais tu sais que l'athlétisme c'est, je vais pas dire de loin, mais c'est quand même la discipline la plus appréciée par les téléspectateurs, celle qui fait le plus d'audience, je crois, avec la natation. Donc il y a beaucoup d'enjeux. C'est aussi là où il y a énormément de médailles à rafler. Pour l'instant, on l'a dit dans la première partie d'épisode, on est premier. Lapsus. Pour l'instant, on est troisième. La Chine est première en termes de médailles d'or, le Japon deuxième et la France troisième. Particularité, pas tout le monde le sait, c'est que le classement des médaillés, il est fait uniquement sur les médailles d'or. Une nation qui va avoir 100 médailles de bronze sera derrière une nation qui a qu'une seule médaille si c'est une médaille d'or. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, lorsqu'on nous donne le tableau, le classement au tableau des médailles, en fait, c'est en fonction du nombre de médailles d'or. Et en fait, il n'y a pas de calcul de points, parce que c'est des discussions que j'ai encore eues récemment avec mon fils, qui ne comprenait pas forcément l'histoire. Sur le fait que, par exemple, 2 médailles d'argent, finalement, ça rapporterait une médaille d'or. Enfin, dans le classement, pour bien classer, non, c'est un classement en fonction du nombre de médailles d'or. Et d'ailleurs, si on regarde le classement à date, les États-Unis est la nation qui a le plus de médailles 27 au total. Au 31 juillet. Mais ils ont moins de médailles d'or que la France, donc ils sont derrière nous. Et nous avons 20 médailles. Donc voilà. Ils sont effectivement 7e avec 27 médailles, mais que 4 médailles d'or, quand nous on en a 6 avec seulement 20 médailles. Donc beaucoup de choses vont se jouer pendant l'athlétisme. On va parler de demi-fond, du sprint. Après on fera un petit focus sur les sélectionnés, plus sur le demi-fond, parce que c'est notre spécialité. On va parler un peu de sprint, mais on va quand même s'intéresser au fond et au demi-fond. Et en dernière partie d'émission, on va parler du marathon. Et on recevra aussi Nolwenn qui va revenir et qui va nous parler un peu des petites infos surprenantes, des anecdotes. Il y en a pas mal, tu vas voir, sur Paris 2024. Fred, avant toute chose, toutes disciplines confondues en athlétisme, quelles sont selon toi nos meilleures chances de médailles françaises ? On va commencer par vraiment les favoris, puis après on évoquera celles et ceux qui peuvent créer la surprise. Mais pour toi, si tu devrais parier un petit peu de sous sur une médaille, tu parierais sur qui ? Alors, si je devais miser tout mon argent sur une seule médaille, ça serait Sirena Samba Mayela sur le 100 mètres femme. Enfin, je pense que c'est rien n'est jamais sûr à 100%, et c'est bien ça qui fait la beauté du sport. Mais c'est à ce jour et dans cette sélection-là, et c'est pas pour faire offense à tous les athlètes de la sélection, bien évidemment, c'est la chance la plus sûre de médaille et de médaille d'or. Là, pour le coup, voilà. Une Française médaillée d'or aux 100 mètres olympiques, ce serait quand même incroyable. 100 mètres haies. 100 mètres haies, pardon. Oui, ce serait incroyable. Et j'y crois vraiment. Je pense que c'est vraiment Enfin, pour moi, c'est la chance la plus sûre. Après, il y a d'autres athlètes. Là, on va rester sur les haies avec Sacha Zoya. Alors, c'est les hommes, donc c'est 110 mètres haies. Il y a 10 mètres de plus et des haies un peu plus hautes qui peuvent faire un podium. On le voit, entre guillemets, mal faire la médaille d'or parce qu'il y a quand même la star incontestée de ces dernières années sur la distance, Grant Holloway. Donc là, si vraiment il arrive à être médaille d'or devant Grant Holloway, ça sera un exploit majeur de ces JO. Je le vois plutôt sur le podium. Il a de réelles chances. Et je dirais depuis assez récemment, sur le 800 mètres hommes, avec la perf de Gabriel Tual et son nouveau record de France en 1,41 et 61. Meilleure performance mondiale actuellement. Meilleure performance mondiale de l'année. Il est dans le top 5 de tous les temps. Donc ça le place très haut. À l'heure actuelle, meilleur temps de l'année, donc ça le place tout en haut. Donc c'est aussi
voilà, si on devait dégager 3 grandes chances, j'aurais pu dire Kevin Mayer, mais encore hier, il a donné une interview à un grand média J'allais en parler justement, du ouais. sport. Il avait l'air de dire que malheureusement, il ne prendrait pas part. Hein. Voilà, alors il disait qu'il se laissait encore le fait de faire un test sprint sur 30 mètres pour s'aligner ou pas sur le décathlon. Mais il dit quand même dans l'interview qu'il a fait le deuil sur ses ambitions. Donc on peut supposer qu'avec une de telles phrases, même s'il se présente au départ, c'est peut-être pas dans l'optique d'être champion olympique. Et je pense pas que ça soit du bluff, parce que c'est pas le type d'athlète à faire ça. Donc voilà, si vraiment, je pense qu'il y en a 3 médailles d'or sûres. C'est Samba Mayela, Zoya et Tual. Alors, il peut y avoir des surprises. Souviens-toi, à Rio, qui aurait parié que Christophe Lemaître, quand tu as un Usain Bolt sur 100 mètres, donc déjà tu sais que tu as une médaille qui est perdue, il finirait médaillé. Est-ce qu'on a des athlètes qui peuvent créer la surprise, notamment dans le fond, dans le demi-fond, pourquoi pas aussi sur marathon, si on veut être un peu plus joueur? Qui tu vois, tu parlais de Gabriel, mais on a aussi un Benjamin Robert, on a aussi un Jimmy Gressier, un Yann Schreub qui a quand même un titre européen. Est-ce qu'on peut, avec le public, la ferveur, est-ce qu'on peut y croire? Alors, la problématique de la surprise, c'est que c'est une surprise. Donc la prévoir, ça sera plus une surprise, tu vois. Maintenant qu'on a dit ça, il peut y avoir, entre guillemets, des demi-surprises. Là, je vais rester sur 800 mètres. Et là, je vais passer chez les femmes, puisque Renelle Lamotte a aussi signé, elle avait fait une rentrée en championnat de France qui était assez mitigée. Sa sélection avait été aussi un peu contestée, parce qu'elle a fait 4e au championnat de France, c'est même pas sur le podium. Son minima date de l'an dernier. Et là, elle a un peu mis tout le monde d'accord avec un nouveau record personnel en 1,57,06 après les championnats de France d'athlétisme. Et qui la place plutôt bien. Donc, si elle encaisse bien le tour, c'est une athlète expérimentée maintenant. Hein, même si elle est toujours pimpante et on a toujours l'impression qu'elle a 20 ans, parce que c'est une athlète, on va dire, fraîche, dynamique, vivante. Elle commence à avoir la maturité. À Rio, c'était pas très bien passé. Une certaine expérience. Donc, si elle sait bien gérer ça, et avec l'appui du public, je pense que ça peut faire une belle surprise. Une autre belle surprise, à mon sens, après, ça peut être Alice Finot, qui aux mondiaux sur 3000 steeps n'était pas si loin. Elle fait 5e avec un dernier tour de ouf sur le 3000 mètres steeple. Qui fait que progresser, qui a une courbe de progression. Progresser, et qui peut être une bonne surprise. Si elle arrive sur la boîte, sur le podium, donc du 3000 mètres steeple aux Jeux Olympiques, ça sera à la fois une surprise, mais pas non plus le truc qu'on n'avait pas vu venir, parce que elle fait partie des potentiels. Maintenant. Et sur il y a le 3000 steeple, il y a le 5000, il y a le 10 000. On a quand même des cadors. J'y viens. Il y a aussi le 1500. Alors, ça aurait été l'an dernier. J'aurais mis une petite pièce sur Azzedine Habs. Alors, je l'écarte pas totalement, parce que il faut respecter les athlètes. Il a l'air, mais au conditionnel, moins en forme cette année, moins fringant. Mais est-ce qu'aussi c'est lié au fait de sa préparation qui fait qu'il va être au top de sa forme maintenant? C'est possible. S'il est au top de sa forme, il peut jouer le podium. La première place semble promise à Jacob, mais c'est comme partout. Hein. Personne aurait parié à Rio que Centre-Vite gagnerait le 1500 en plus de 3,50. Donc on n'est jamais à l'abri de quelque chose comme ça. Avec un chrono, alors oui, de plus de 3 minutes 50 à l'époque. Hein. Oui, 3 minutes 50. 3 minutes 50, c'est quand même assez incroyable. Azzedine, c'est 3,29 en RP. Donc s'il est au top de sa forme, il peut légitimement ambitionner un podium. Mais cette année, il semblait un peu dedans. Donc, à voir si c'est lié à sa préparation. On se souvient de Mehdi Mekissi avec Kemboy, de sa victoire aussi, médaillé, je crois, dernier médaillé aussi des Jeux Olympiques sur disqualification. On sait qu'on est un pays de steeplers. Et là, on a des surprises aussi du côté du 3000 steeple, aussi bien masculin que féminin. Alors, côté féminin, on va avoir 2 athlètes, Alice Finot et Flavie Renoir. Alice Finot est une chance de médaille. C'est-à-dire que si elle n'est pas sur le podium, on ne dira pas que c'est un échec. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. En plus, je la connais. Donc Alice, tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça. Mais si elle le fait, ça ne sera pas non plus la surprise. Donc voilà, je pense qu'elle s'est préparée pour être sur le podium.
Elle a fait un sacré championnat du monde l'an dernier, donc une 5e place avec un dernier tour de fou. On espère que là, elle réagira avant la cloche, ce qui lui permettra d'être sur la boîte. Mais vraiment, je pense qu'elle fait partie, en tout cas, des gens qui doivent être dans le top 5. Et une fois qu'on est dans le top 5, ben, on vise la boîte, évidemment. Je pense que pour Flavie, ça sera un peu plus compliqué et elle m'en voudra pas. Du côté des masculins, on a Alexis Millet, Louis Gilavert, Nicolas-Marie Daru. Alexis Millet, surprise, titré aux derniers championnats d'Europe, un coureur de 15 qui vient sur 3000 mètres steeple, finalement qui a pris quand même de la bonne technique, qui a un vrai finish. Ça, sur une course tactique, ça pourrait jouer aussi. Bah, c'est vraiment la grosse surprise de cette année athlétique. Et la très grosse bonne surprise parce que on passe du 1500 au 3000 steeple, donc au-delà des qualités d'endurance, de vitesse, il y a aussi la qualité technique. Et il s'en est vraiment sorti de main de maître parce que à la rigueur, on pourrait dire oui, mais au niveau français, enfin voilà, il y a déjà de la concurrence assez féroce au niveau français, mais en plus, il est champion d'Europe, donc il a vraiment posé un jalon international. On a la surprise, Nicolas-Marie Daru. C'est un ovni, hein. Athlète de 35 ans. Voilà, il est clos sur le tard. Si j'ai bien compris, ancien chasseur alpin, troupe d'élite. Donc, je pense que là, au niveau mental et guerrier, on n'a rien à lui apprendre et que ça lui sert beaucoup. Donc voilà. Et Louis Gilavert, qu'on connaît bien. Plus dans les catégories plus jeunes, voilà, qui s'impose un peu sur les seniors. Qui arrive à éclore et à s'imposer au niveau sélection A et sur des JO, c'est pas rien. Alors, on est de tout cœur avec eux, même si leur niveau actuel peut laisser penser que aller jouer un top 5 ou un podium va être certainement un peu compliqué. Parce qu'il y a El Bakali qui sera là et qui va défendre. Et il l'a encore montré l'an dernier. Il n'était pas parmi les favoris. Il y avait le nouveau record du monde éthiopien. Et avec une course pleine de malice et d'intelligence, il a remporté sans conteste la victoire. L'expérience compte beaucoup dans ce cadre-là. Et il y a un niveau international de ouf. Donc voilà. Sur nos 3 Français, parce que Louis Gilavert a un chrono un peu inférieur qu'Alexis, hein, il a couru en 8-13, Alexis 8-14 et Nicolas 8-16. Tu vois qui en premier Français sur ces 3-là ? Moi, je vois quand même Alexis Millet parce que je me dis, il est quand même sur sa dynamique du titre européen. Il est qu'au début de sa reconversion sur le steeple et donc il est en phase ascendante de progression sur la distance. Louis Gilavert aussi, parce que ça reste un jeune athlète, mais voilà, je dirais pour la dynamique performance actuelle, je mets Alexis. Après, si on passe sur le un peu plus long et on va passer aux 5000, 10 000, et quand on parle 5000, 10 000 en France, et je veux faire offense à personne et aux autres athlètes sélectionnés, on pense avant tout à Jimmy Gressier qui est plus qu'un espoir, qui reste un athlète jeune, et Yann Schrob, notre champion d'Europe en titre, qui n'a pas forcément le meilleur chrono, mais qui semble être en capacité, parce qu'il avait fait aussi des bons championnats d'Europe il y a un an aussi, savoir répondre au moment T. Donc voilà, on peut avoir une bonne surprise. Honnêtement, sur le 10 000, après, voilà, je n'ai pas une boule de cristal, mais l'écart me semble tel. On a 10 athlètes étrangers, malheureusement, donc il n'y a aucun Français, qui sont en 26-40 ou moins. On va en reparler. Mais en français, il est un peu plus loin. Donc, on va en reparler parce que je suis les Jeux Olympiques depuis que je suis tout petit. Je sais qu'on a des Kenyans et des Éthiopiens très costauds. On va parler du 10 000 mètres plus en détail. Là, on est vraiment, la question, c'est nos chances de médaille. Mais j'aurais quelque chose à dire et je pense qu'on peut avoir des surprises. Ce que je te propose maintenant... Est-ce que j'ai le droit de parler du marathon ou on en parle après, en chance de médaille ? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une médaille sur le marathon ? Il faut en parler maintenant. Si tu penses qu'on peut décrocher une médaille sur le marathon, il faut en parler. Je pense que si Morad Amdouni est là au top de sa forme, il est en capacité de jouer un podium. Pas la victoire, on en reviendra plus tard. 2h03 47 sur marathon, hein, et qu'il l'a fait cette année, en 2024. Voilà, il l'a fait à Séville en février. C'est notre seul marathonien, et là c'est pareil, je prends toujours beaucoup de précautions parce que je sais que les athlètes qui s'entraînent dur peuvent aussi être un peu susceptibles, et je l'entends, et c'est pas par rapport aux autres athlètes, mais c'est le seul marathonien français qui a gagné des grands marathons. Ou qui a fait des podiums sur des grands marathons. Quand il bat le record de France il y a 2 ans, c'est à Paris, il fait 2e.
Là, il remporte Séville, faisant premier et en améliorant encore le record de France en 2h03,46. Donc, s'il est à ce niveau-là de performance, c'est la question, est-ce qu'il l'est? Mais s'il l'est, il fait partie du groupe qui joue le podium, clairement. D'accord. Bon, c'est quand même des nouvelles rassurantes. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse plus particulièrement aux épreuves de demi-fond et de fond. Et malheureusement, avec tout ce remue-ménage qu'on a eu avec les qualifications, notamment via les rankings, les sélections de dernière minute, t'es sélectionné, tu l'es plus, j'ai l'impression que pas mal de gens, pas mal de nos auditeurs, auditrices ne savent plus vraiment quels sont les athlètes tricolores en lice pour ces Jeux de Paris. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on profite de ce podcast pour éclaircir tout ça ensemble, discipline par discipline. On va donner à chaque fois les Français qui prennent part à ces épreuves, nos favoris, nos pronostics. On va se mouiller, hein. On va devoir faire un petit peu des pronos. On va pas se faire que des amis, alors c'est ça que tu veux dire. Et dans les commentaires, allez-y aussi à fond. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Voilà, donnez-nous aussi vos favoris. On va commencer par une discipline. Moi, je pense à Rudisha. Voilà, je pense à Londres, je pense à une discipline qui fait vibrer, je pense à Pierre-Ambroise Boss sur les mondiaux, le 800 mètres. Le 800 mètres, là, tu le disais tout à l'heure, on n'a pas à rougir, on a des super Français et Françaises. Qui va nous représenter sur cette course chez les hommes et chez les femmes? Alors, chez les hommes et chez les femmes, très belle densité, 3 athlètes dans chaque catégorie. Donc chez les hommes, on a déjà parlé de Gabriel Tual. Benjamin Robert l'accompagne aussi. Benjamin Robert qu'on connaît bien parce que il commence à avoir un certain nombre de sélections. Qui a un très très gros finish, qui est plus un coureur 400-800 sur une course tactique qui a fait très très sensation au meeting de Paris. Si ça joue stratégique, s'il arrive à enchaîner les compétitions, moi je le mettrais même peut-être devant Gabriel. Si je devais prendre un risque, je pense qu'il a plus un profil grand championnat que Gabriel, qui est plus un coureur au train. Je peux me tromper, mais il est très très explosif. Sur le finish, je pense qu'il va être très dur à battre. On l'a vu, sa course où il remonte très fort, où il arrive à reprendre tout le monde. Il a des moteurs quand il accélère. Et entre guillemets, il n'hésite pas, et je le dis vraiment dans le bon état d'esprit, il n'hésite pas à aller à la bagarre et à faire sa place. Il est costaud, il peut jouer des coudes. Et puis voilà, il sait comment se passe une course de 800. On ne se fait pas que des gentillesses durant cette course. Donc effectivement, si on devait mettre une deuxième pièce sur le 800 mètres masculin, je la mettrais également. Toi, tu le vois devant ou derrière, Gabriel? Faut se mouiller là, on y va, sinon il n'y a pas d'intérêt à cet épisode. Alors, j'aime beaucoup Benjamin, il le sait, parce qu'on se connaît personnellement. On avait fait une émission ensemble. Mais je mettrais Gabriel Tual devant. Et pas oublier aussi quand même Corentin Leclésio, qui est le 3e sélectionné. Mais voilà, et j'espère qu'il nous en voudra pas, que je ne mets pas au même niveau que Gabriel et Benjamin. Et après, s'il me fait mentir, je serais très heureux pour lui. Chez les filles, on a aussi du beau monde. Tu parlais de Renelle, mais elle ne sera pas toute seule. Il y a Renelle, et effectivement. Anaïs Bourgoin, qui a été la grosse surprise des championnats d'Europe, puisqu'elle est championne d'Europe du 800 mètres, donc c'est pas rien. Une 58 au chrono aussi, je crois, en performance, qu'elle a fait en 2024. Donc, exactement, une 58-65, exactement. Et Elena Candy-Sounon. Sous les 2 minutes aussi. Voilà, des athlètes sous les 2 minutes. C'est quand même cool de voir ça. Voilà. Après, déjà être en finale, je pense, et c'est pas pour leur faire offense là aussi, que si on a les 3 en finale, ça sera un exploit. Renelle, ça me semble obligatoire qu'elle soit quand même en finale. Enfin, je veux dire, voilà, vu son niveau, vu son expérience. Après, Anaïs, sur la dynamique de son titre européen, parce que ça décrit aussi un certain niveau de préparation, mais est-ce que son pic, elle arrive à le reproduire ou est-ce qu'elle arrive à le maintenir? Il y a quand même un petit écart entre les 2 compétitions, c'est la question. Mais donc cette dynamique-là et l'état d'esprit qui doit l'animer aujourd'hui, qui lui va peut-être faire passer un step, parce que souvent c'est ça, quand on bat un record et qu'on a un gros titre, ça permet aussi de débloquer des choses psychologiquement. On va dire, je serais à moitié surpris qu'elle soit en finale. Voilà, se dire, et évidemment positivement surpris. Voilà. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on aura les 3 en finale non plus. Faut être honnête. On va passer à une autre discipline aussi, qui est dans le demi-fond, c'est aussi un symbole, c'est le 1500 mètres. On pense à Hicham El Guerrouj, on pense à Mehdi Bella. Là aussi, on a eu des beaux coureurs de 15. Chez les garçons, tu parlais d'Azedine. On a Maël. Bien sûr,
il y a la concurrence norvégienne. C'est la chasse gardée des Éthiopiens, des Kenyans. Tu vois qui briller, que ce soit à l'international et chez nos Français? J'imagine que cette course-là, tu l'attends avec beaucoup de gourmandise, hein, comme un petit garçon dans un magasin de bonbons. Ah, c'est pas celle que j'attends le plus. Ah bon, c'est pas celle que... Ah ben non, mais voilà, mais le 1500 reste une distance référence un peu mythique. Évidemment, attention. On a quand même, je pense, en tant que spectateur et supporter d'athlétisme, un vrai duel entre Ingebrigtsen et Kerr. Parce que Ingebrigtsen, ça fait 2 fois qu'il se fait taper dans des grands championnats. C'est vrai qu'il est moins dominant qu'avant. Entre guillemets, je le dis, se fait taper. Ça, voilà, certains pourront vous dire oui, enfin, voilà, il se fait battre. Excusez-moi de parler comme ça, mais il a le lead mondial quand même sur le chrono. On annonce qu'il pourrait battre un record du monde quand même, battre le fameux record d'Hicham El Guerrouj. 3,26, il tient bien celui-là quand même. Voilà, il tient bien, il va falloir aller chercher. Parce que c'est... Surtout en grand championnat, moi j'y crois pas trop. Voilà. Hein. Mais on a ce duel-là. Je pense que c'est quand même le duel qu'on attend sur ces championnats, et c'est le duel sur lequel se préparent l'un et l'autre. Et comme je disais, sur une grosse période de forme, je vois bien Zedine Habs pouvoir monter sur... après, on ne sait jamais, un 1500, c'est tactique, mais être sur la boîte. Maël Gouillet avec un record en 3,32. Alors, pour être précis, 3,32,67. Il a fait cette année aussi. Voilà. Ça, c'est cool. Hein. Tous nos athlètes voilà, cette année, c'est pas des vieux chronos, c'est pas des sélections de prestige. Sur une demi-finale tactique, il pourrait passer en finale. Sur le chrono pur, on sait que ça passe pas, mais on sait que les championnats, ça se joue pas que sur des chronos purs. Donc, voilà. Mais si sur le 1500 hommes, je devais mettre une pièce française, comme je le disais tout à l'heure, ça sera Zedine, en espérant qu'il soit au top de sa forme. Chez les filles, une représentante, je crois, seulement, Agathe. On n'en parle pas beaucoup, Agathe Guillemot, mais c'est quand même 3,58 sur 1500 mètres. Un énorme chrono, parce qu'elle passe sous la barre des 4, c'est pas rien. C'est très peu connu, mais c'est pourtant une performance stratosphérique. Ouais, ça c'est fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu une fille sous les 4 minutes. Hein. C'est certainement une des performances les plus sous-valorisées. Alors, je ne parle pas dans le monde de l'athlé, parce que dans le monde de l'athlé, on sait très bien de quoi on parle, mais au niveau grand public, au niveau médiatique, certainement une des plus grosses performances qui a eu lieu cette année. Parce que, voilà, on est sur, faut être assez honnête, sur une discipline, le 1500 mètres féminin, où c'était un peu le désert depuis quelques années, au plus haut niveau. Hein, voilà, et là, on a Agathe Guillemot qui fait exploser le compteur. Donc, pareil, si elle est toujours dans cette dynamique, si elle est dans cette dynamique, on doit l'avoir en finale olympique. Après, sur 1500 mètres, là, on aura du beau monde international. On va commencer par une petite hollandaise, je crois. Voilà. Après, il y a une hollandaise qui s'est. Ça, elle est partout. Voilà, à part le triathlon, elle est partout. Peut-être qu'elle s'est déguisée aussi pour le triathlon, qu'en fait, elle l'a fait pour s'échauffer. On parle évidemment de Sifan Hassan. Qui, à part le 800 mètres, est quand même aligné sur toutes les distances. Cette année, il y a eu un nouveau record du monde de Feyski Piégon sur 1500 mètres. En plus à Paris. Donc, il y a du lourd. Honnêtement, c'est pour ça que je ne mettais pas Agathe dans les potentiels médaillables. Et évidemment, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et si c'est la surprise, évidemment, tant mieux. Mais là, avec les meilleurs mondiales, il y a quasiment 10 secondes d'écart. Et 10 secondes sur 1500, ce n'est pas 10 secondes sur marathon, vous l'entendez bien. Donc, il y a malheureusement un fossé. Après, il suffit que la course soit un peu tactique. Que Sifan Hassan se réserve un peu, puisqu'elle a un programme assez fou, mais on en reparlera. Mais les adversaires de Sifan Hassan n'ont pas ce programme-là, et elles sont là pour le titre olympique. Donc voilà. Moi, je mets pour le 1500 Agathe finaliste et Feyski Piégon médaille olympique d'or. Voilà. Là, je me mouille. Okay. Pas trop en fait, parce que c'est quand même la grande favorite. Oui, tu te mouilles, mais t'es pas bête. Hein, voilà, tu sais miser sur les bons chevaux. On va commencer dans tes disciplines de cœur. Le 5000 mètres. Là, le 5000 mètres, on a un médaillé européen, Jan Schrub, qui ne cesse de performer, qui a battu son record cette année, 13,04, 27 sur 5000. On a aussi un Jimmy Gressier, qu'on sait très tranchant. Cette année, il a couru sous les 13 minutes. Jimmy, c'est pas rien, un Français sous les 13 minutes au 5000. Déjà l'an dernier, parce qu'il avait battu le record de France. Record d'Europe du 10 km. Rebolote cette année sous les 13. Donc là, c'est quand même assez chaud. Hugo Hay,
un peu plus en retrait. Hugo Hess, cette année, c'est 13,45. Voilà. On sait que c'est un coureur aussi en grand championnat. Ça a été un petit peu compliqué pour lui sur les grands championnats. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais là, sur cette course-là, on a peu d'indicateurs de Hugo. Mais voilà, on sait que c'est un athlète qui ne manque pas de talent non plus. Bah, de toute façon, on a 3 athlètes talentueux. De toute façon, pour être au JO, il faut être un athlète talentueux. Enfin voilà, on va quand même, on va quand même dire ça et clore le débat sur cette question. Mais on sent bien que sur 5000 mètres, il y a un athlète français qui on va dire, qui se détache des autres. C'est Jimmy Gressier. On peut supposer que s'il y en a un qui brille sur cette distance-là, ça sera Jimmy. L'écart sur 5000 entre Jimmy et le top niveau mondial me semble moins insurmontable, mais peut-être que je me trompe, me semble moins insurmontable que sur 10 000, même s'il semble avoir un peu privilégié le 10 000, mais ça, je ne suis pas dans les confidences entre lui et son entraîneur. Il a fait 6e au monde quand même, voilà. dans le groupe de tête avant la ligne droite, il manquait un peu de vitesse. C'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé avec Adrien, son entraîneur, justement, ce finish-là, et pour l'avoir vu, il me dit « je suis beaucoup plus fort qu'aux derniers mondiaux ». Alors, on sait qu'il a eu un petit problème de tendinite. J'ai eu, pas plus tard qu'hier, un membre de son staff. Apparemment, ça va beaucoup mieux. Donc, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Bah, c'est tout ce qu'on espère. Et puis Jimmy, enfin, les autres aussi, évidemment, mais il exprime énormément. C'est vraiment un gars qui vibre France, quoi. Et je pense qu'il va avoir à cœur de faire de beaux Jeux Olympiques. Il sait que déjà, il a toute la communauté athlétique qui est derrière lui. Et donc, voilà, on peut s'attendre à une belle course. Et je pense que s'il doit briller sur une des 2 courses, je dirais plus sur le 5000 sur le 10 000. Après, voilà, il y a une telle concurrence. Il y a une telle concurrence entre les Éthiopiens, les Ougandais et les Kenyans. Et il y a toujours un Burundais qui va sortir d'Ontsezou. Et puis un ou 2 Américains avec un Anglais, que là aussi c'est difficile. Voilà. Et enchaîner les 2 courses là justement, est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'il n'aurait pas fallu privilégier le 5000 plutôt que le 10 000 qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est une stratégie c'est quoi ton avis par rapport à ça? Que ce soit pour Yann que pour... je ne sais pas si Yann est qualifié aussi. Si, Yann il n'y a que Hugo qui est que sur 5000. Yann et Jimmy double, donc ils font le 10 000. C'est pas risqué ça quand même, est-ce que... On va dire oui, puisqu'on cumule des courses. Et en plus, le 5000, il y a une demi-finale, donc ça rajoute une course. C'est pas le 10 000, le 10 000, c'est une finale directe. Et les séries sont potentiellement le vendredi aussi, le jour de la course du 10 000. Pas pour le 5000. Voilà, je pense qu'ils ont aussi organisé je pense le fait de doubler. Je pense que s'il y avait eu c'est le 7. demi-finales. C'est le 7 août, ouais. Voilà, s'il y avait eu les demi-finales du 5000 le même jour que la finale du 10 000, je pense non, qu'il y a chez les eu filles, des j'ai choix. inversé, Voilà. c'est le 7, effectivement, c'est le 7 août les séries, mais c'est quand même très rapproché, quoi. Ça reste rapproché. Logiquement, ils ont construit leur saison, et pas que leur saison, puisque l'Olympiade, ça ne se prépare pas sur un an, ça se prépare sur 4 ans, c'est pour ça qu'on appelle ça une Olympiade. Ils ont organisé l'Olympiade autour de cet objectif-là. Donc, on peut supposer que s'ils le font, c'est qu'ils se sentent prêts. Voilà, c'est un peu, pour pas dire, c'est pas un classique, mais c'est quand même pas quelque chose de très rare de doubler au JO. Alors, là où on voit le plus d'athlètes doublés, c'est quand même effectivement le 5000, 10 000. Donc, c'est pas le pari fou, c'est un pari osé qu'il faut savoir relever. Il faut les qualités pour pouvoir les relever. Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils savent qu'ils en ont les moyens, très, très, très sincèrement. Alors chez les filles, une seule représentante sur 5000 mètres, c'est Sarah Madeleine. Alors Sarah, que je connais bien, puisque j'ai commencé l'athlé à l'US Melun, donc j'étais dans le club, on était ensemble voilà, c'est une fille qui a énormément de talent, vraiment sur toutes les disciplines, mais même au javelot, elle aurait pu avoir une carrière, d'ailleurs elle avait hésité parce qu'elle vient du handball, elle a choisi, elle était plutôt sur les courses courtes. C'est une athlète qui a encore énormément de potentiel parce que c'est pas une athlète qui bornait beaucoup, je crois que ça a un peu changé là, elle a commencé un petit peu à augmenter son volume kilométrage, mais c'était une athlète qui courait très très peu, qui s'entraînait plutôt avec des entraîneurs de sprint, donc il y avait plutôt cette approche 800-1500. Là elle est passée un peu plus sur le long
et elle a énormément de qualité. Première sélection olympique, 15,02 sur 5000 mètres, et je pense qu'elle va progresser. Elle a largement les qualités pour courir en 14,55, je pense. Mais là, à mon avis, c'est plus venir chercher l'expérience. Oui, clairement. Enfin, je pense que Sarah nous en voudra pas parce que toi, tu la connais de l'US Molin et moi, je la connais de son passage au Stade Oui, français elle est venue au Stade Athlétisme, français. hein. Ouais. C'est marrant, on s'est croisés. Voilà. Et elle m'en voudra pas si je la mets pas sur la boîte du 5000. Voilà, elle a fait, je pense que personne lui prédisait, ou à part son entourage proche et certainement son entraîneur, parce que depuis, alors je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ans, en fait 3 ans il me semble, maintenant elle s'entraîne avec le club de Dessines-Mézieux Athlétisme, puisqu'elle était partie à Lyon faire ses études d'ingénieur à l'INSA. Et du coup, elle a fait un grand bond. Effectivement, elle avait plutôt, en tout cas, un profil 800-1500. Elle a fait le step 5000. Elle a même couru sur 10 km avec une grosse perf. Si je dis pas de bêtises, c'était à la Prom Classique cette année, en début d'année. Un chrono en 32. Ah ouais. Et du coup, voilà, on suppose qu'elle a rajouté du kilométrage. C'est ce qui lui manquait. moi, j'ai toujours dit. Hein, de toute façon, à l'époque, et on voit le plus grand bien, mais elle n'est qu'au début de sa carrière internationale. Savoir qu'elle a quand même mis toutes les chances de son côté, parce que moi, à ma connaissance, vraiment, elle s'est consacrée à l'athlétisme depuis 2 ans. Vraiment, c'était une athlète qui s'entraînait sérieusement. Mais elle s'est dit, voilà, pour l'instant, je mets un peu off tout ce qui est à côté pour vraiment m'entraîner. Et bien lui a pris, puisqu'elle est qualifiée pour les JO, et elle nous représentera sur le 5000 mètres. Et on a aussi une représentante sur le 10 000 mètres, Alessia Zarbo. Et là aussi, le niveau est tel au niveau de l'international que être déjà finaliste, alors il y a une seule course, une seule finale, 10 000 mètres femmes, mais pour être classé finaliste, il faut être dans les 8 premières. Si déjà Alessia Zarbo est dans les 8 premières de la finale olympique et donc finaliste sur 10 000 mètres femmes, ça sera un exploit en soi. Voilà, puisque la densité est telle que si on ne court pas en 30-30 maximum, on peut pas viser une place, notamment sur le podium. Bon, on a quand même des beaux noms, ça va être très sympa à suivre. On va parler du marathon, on va parler de la sélection tricolore, on va parler d'Eliud Kipchoge, on va parler de Bekele, on va parler du parcours aussi, du marathon pour tous. On a plein de choses à dire, mais avant ça, ce que je te propose, Fred, c'est qu'on fasse une petite pause pour accueillir Nolwenn, qui va nous parler des anecdotes, des petits faits un peu surprenants de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Et tu vas voir qu'on va un peu rigoler parce qu'il y a des trucs assez drôles et cocasses déjà dans ces Jeux de Paris. Rebonjour Nolwenn, ça va toujours aussi bien? Il fait un peu chaud là dans le studio. Oui, et encore moi, je ne parle pas depuis tout à l'heure. Je pense que vous devez avoir encore plus chaud que moi. Oh, ça va, on tient le... On est entraîné. Ouais, on a bien bossé la thermorégulation. Moi, j'ai fait un stage avant de savoir que je faisais cette émission, donc voilà. Alors, tu as quelques anecdotes sur ces Jeux de Paris qui sortent déjà. Ça fait un peu la une de la presse internationale. Tu nous as fait une revue de presse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, comme chaque grand événement, les JO ont leur lot d'anecdotes plus ou moins cocasses et croustillantes. Alors pour commencer, on a un fait divers qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait s'interroger les Français et le monde entier, c'est le nombre de préservatifs par athlète et par jour. Alors, à votre avis, combien ? Alors, si je me base sur la vie étudiante de Fred, parce que c'est... Voilà, c'est un petit critère que je veux savoir, on a déjà parlé. Ça n'existait pas lorsque j'étais étudiant. Je dirais 5-6 par jour. Tu devais tourner à ça, toi, à l'époque Fred, sans vouloir trahir de grands secrets. Si seulement. Ouais, moi je dirais, allez, 8 à 10. 8 à 10. Bon, alors je vais en décevoir plus d'un. On est à 2 préservatifs par athlète et par jour, soit 240 000 préservatifs distribués sur le village. Donc visiblement... 2 par jour, c'est... Ouais, enfin... Mais je sais pas si c'est... Alors, il y a tout un mythe et légende sur l'hypersexualisation dans le village olympique, comme quoi, voilà, ce serait un peu les orgies grecques. Je sais pas si c'est vraiment réel, si c'est de l'ordre du fantasme, de la rumeur. J'ai déjà posé des questions, j'ai déjà essayé de me renseigner.
Mais je crois qu'on a un sujet en saison prochaine, qui va arriver justement sur la sexualisation des athlètes, parce qu'on lance un format reportage et investigation, documentaire. Et on travaillera sur ce sujet-là et je crois que ce sera à l'ordre du jour. Peut-être Fred, tu as plus d'infos que moi, toi, sur ces villages olympiques. Moi j'ai les mêmes retours que toi, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette légende autour, excusez-moi de ce terme-là, mais que le village olympique ce serait un vrai bésodrome, hein, je mets vraiment entre guillemets, excusez-moi. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas aussi à l'ancienne aussi, peut-être que maintenant c'est peut-être plus professionnel. Voilà, est-ce que ça fait partie de la légende? Honnêtement, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Je crois que c'est un peu vrai, mais peut-être pas autant que ce qu'on pense. Et je suis pas sûr que ça soit notamment chez les demi-fondeurs et les fondeurs qu'on trouve le plus de fêtards, notamment à ce niveau-là. Voilà. Après, nos amis sprinters pourront nous en dire plus. Mais tu sais, pour avoir travaillé dans une grande radio qui fait organiser les sport games, quelques athlètes de l'équipe de France sont quand même, sans trahir de secret, sont quand même assez portés sur la fête. Bon, ça reste des hommes et des femmes. Il y a de la pression, on relâche. Et puis voilà, du moment que tout est fait entre adultes consentants. Exactement, consentement et protection. Ils profitent et ils ont raison. Une autre anecdote, Nolwenn ? Alors oui, on va rester dans le village olympique puisque ça a l'air de déchaîner les passions. Ça va être un sujet un peu moins chaud cette fois-ci. Est-ce que vous savez en quelle matière sont faits les lits des Jeux Olympiques ? Je suppose que oui. Ah oui, tout le monde en a parlé. Mais c'est pas à Paris 2024, c'était au Japon. Hein. C'est les fameux lits en carton, mais c'est les Japonais. On s'est inspiré d'eux. Exactement. Mais bon, ça a refait la une. Ça a l'air d'avoir à nouveau surpris les athlètes qui peut-être avaient oublié ce qui s'était passé à Tokyo en 2021. Et donc, le lit est composé d'une armature en carton et de 3 matelas modulables. On a pu voir de nombreuses vidéos où on voyait des athlètes, notamment des rugbyman, sauter à plusieurs sur le lit. Donc je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer qu'ils sont relativement solides. Mm-hmm. Mais, pas très large aussi, hein. C'est des lits une place. Ça, je sais que pour des rugbyman, ils sont un peu à l'étroit, à mon avis. Exactement. D'ailleurs, l'équipe notamment, mais c'est pas les seuls, l'équipe américaine de basket n'est pas au village olympique. Ouais. Et je pense qu'au-delà du fait peut-être que c'est des stars, des milliardaires. C'est des stars, mais enfin, je suis pas sûr que LeBron James rentre dans un de ces lits en fait, par exemple. Oui, et même qui dorme sur un matelas en carton. Ou même Victor Wembanyama, je suis pas sûr qu'il rentre dedans. Donc, après, on a vu des images de LeBron James dans des bus RATP. Ouais. C'était assez cocasse. Du coup, pour en revenir au fameux matelas olympique, on a tout de même des handballeuses suédoises qui ont estimé, alors non pas que la structure en carton les dérangeait, mais que les matelas n'étaient pas assez confortables parce que, je cite, ils étaient neufs. Donc, ni une ni deux, elles se seraient rendues chez Ikea. Mais ils sont neufs les matelas chez Ikea aussi. C'est la réponse qui leur a été opposée. Mais c'est des Suédois, c'est pour ça, c'est peut-être parce que ils ont besoin d'avoir leur matériel à eux. Chauvin dans cette affaire. Mais en tout cas, elles ont choisi de remplacer les matelas, entre guillemets, olympiques par de bons vieux matelas de chez Ikea. Pour quitter maintenant le domaine du sommeil, je vais vous lancer sur un autre pilier de l'entraînement. Alors Fred, je te laisse deviner lequel. Le sommeil. L'alimentation, l'hydratation. Exactement, l'alimentation. Oui. Et notamment l'alimentation collective au village. Exactement. Non, je sais qu'il y a des discussions autour de ça. Ouais, j'ai vu ça aussi passer. Ouais. Mais c'est surprenant parce que moi, j'ai suivi le truc. La France étant un pays de la gastronomie, c'est un grand prestataire aussi, qui est l'un des leaders mondiaux dans la restauration collective. Ils savent quand même faire à manger. J'ai vu quelques documentaires des chefs qui ont participé. J'étais assez surpris comme ça. Ce déferlement critique, j'avais cru comprendre que c'était quand même bien fait. Après, on a enlevé le McDo, parce que d'habitude, il y a un McDo dans le village olympique, parce que le McDonald's était avant un partenaire des Jeux, ils ne le sont plus, je crois, cette année. C'est peut-être ça aussi qui a fâché certains athlètes anglo-saxons, je ne sais pas, non ? Alors, je ne saurais pas dire si c'est le fait qu'on ait retiré le McDo. Après, il y a eu 2 types de critiques. On a eu une critique par rapport à l'approvisionnement sur certains produits, notamment les œufs. Les bananes, non, les œufs et les grillades, je crois, c'est ça, ouais. Oui, exactement. Donc, des aliments qui sont assez prisés par les athlètes et qui, visiblement, n'étaient pas présents en quantité suffisante. C'est une problématique qui a été soulignée et visiblement des mesures ont été prises. Mais en effet, on a aussi eu des critiques par rapport aux saveurs que nos cuisiniers français proposeraient au sein du village olympique. Donc Guillaume t'a déjà donné un gros indice, mais je vous laisse deviner lesquels pays. Il y en a 2. Quels pays sont ceux qui ont
opposer ses Alors, critiques. il me semble, Je sais, ça m'a fait rire. il me semble qu'il y a les Anglais et Alors, c'est pour ça que ça m'avait fait rire. Alors là, c'est quand même cocasse. C'est l'hôpital qui se fout de la Ah ouais, charité. parce que je sais pas si c'est déjà l'heure d'Angleterre. Moi, j'y Donc, vais. il y a bien l'Angleterre Il y déjà. a l'Angleterre. Ah ouais, Enfin, la Grande-Bretagne, parce que Ouais. voilà, On peut c'est pas la les faire Grande-Bretagne. chez nous. Ouais. Exactement. Ouais, recevoir de l'Océan cuisine. Mais bon, après, ils ont peut-être des habitudes culinaires un peu différentes des nôtres. Ça, c'est sûr. Et les deuxièmes, alors on C'est reste les en Américains. Europe. Il y On a- reste en Europe. Ah, on reste en Ah Europe. non, mais On là, reste en Europe. il y a aujourd'hui, il y a Oh, c'est les Italiens, non? Je dis ça pour Guillaume, non? Non. Oh, bah, bon, ça va. Ils auraient peut-être plus les Irlandais, parce que de c'est des Irlandais, légitimité. non? Non, des plus. Grande-Bretagne. Ouais. Non, c'est l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. les Ah bah, Allemands. allons-y. Très connu aussi pour Ouais, leur Ouais, oui, pour la gastronomie. qualité de leurs légumes. Hein. Je sais pas si vous avez déjà mangé des légumes allemands. Je sais pas, j'ai mangé des légumes, je ne sais pas s'ils Voilà. étaient allemands. Mais donc oui, je suis assez d'accord avec toi Fred, pour reprendre ton expression, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est vive la baguette, à bas le pudding, mais ça n'engage que moi. Mais Simone Bay, Justement, aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule. Ouais, ouais, attends, c'est quand même assez. Elle reproche le manque de que la nourriture française serait pas assez saine. Je rappelle que Simone Bay est américaine. Donc bon, après c'est les goûts et les couleurs. Je sais que la cuisson, et c'est vrai pour le coup, en France on mange la viande assez rouge, ce qui n'est pas le cas. Moi je suis d'origine italienne, je suis français d'origine italienne. Tu feras jamais manger un italien la viande si elle n'est pas ultra cuite, et c'est assez une exception française. Il y a peu de pays finalement qui mangent la viande à point ou saignante, et c'est vrai que ça peut choquer parce que il y a peu de pays qui le mangent. Donc c'est vrai, quand tu sers un Italien une viande, ou un Anglais, hein, c'est pareil, une viande même à point, il hallucine, quoi. Tu vois, c'est comme si tu as un grand chef cuisinier, tu lui sers une entrecôte cramée, quoi, une semelle, il va halluciner. Donc il y a aussi des effets culturels, je pense. Oui, bien sûr. Bon, après, les critiques restent quand même assez virulentes par rapport peut-être à ce qui est proposé, mais bon, je ne mange pas au village, donc... C'est la jalousie, ça. Mais non, et puis tu sais vraiment, alors là je sors totalement du milieu sportif, mais parce qu'on a aussi eu des vies professionnelles et je suis sûr que Guillaume pourra confirmer ça. Mais quand tu organises des séminaires ou que tu fais des rencontres, les deux trucs sur lesquels tu fais le plus attention, c'est honnêtement comment les gens vont dormir et comment ils vont manger. Parce que ça te bousille une rencontre qui a été super riche en interaction avec, ou même toi, tu organises un événement, tu invites des gens et les conférences sont super et ils passent un super moment. S'ils ne mangent pas comme ils estiment qu'ils doivent manger, mais pas comme ils mangent quotidiennement, attention, parce que c'est ça aussi la différence, et qu'ils ne sont pas satisfaits de comment ils ont dormi, ils te bousillent le truc en fait. Et ça, c'est un truc qui est assez courant finalement. Et Donc je ne suis pas étonné finalement que ça porte sur ça les Et pratiques. Simone Bay, en plus, je crois qu'elle adore les croissants industriels français. Oui, Oui, il j'ai y a vu même une ça. vidéo Voilà, virale ouais, qui donc circule bon, là-dessus. Je pense que voilà, il y a les goûts et les couleurs après. Et puis après, là, on est vraiment aussi sur les gymnases, c'est sans être caricatural, on est quand même sur des disciplines où le rapport à la diététique est très particulier, peut-être parfois poussé de manière extrême. Donc, voilà, c'est... Alors maintenant, puisqu'on parlait des réseaux sociaux et des vidéos devenues virales, on va parler des cadeaux reçus par les athlètes sur le village, mais aussi lors des médailles. Alors on a pu voir énormément de vidéos sur TikTok qui ont fait parler. Déjà, quelque chose qui est assez nouveau, parce que ça n'a commencé qu'avec les premières médailles. Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans le fameux cylindre qui est distribué aux athlètes avec leurs médailles? Moi, je l'ai vu et justement, je me demandais ce qu'il y avait dedans. Ben, moi, je le sais parce que j'ai vu des gens qui posaient la question et la réponse, donc je ne vais pas te griller la politesse là-dessus. Alors- Je ne le savais pas à l'origine et je me posais la question, je me dis putain, mais c'est quoi ce truc? Mais on a été nombreux à se poser la question, si bien qu'il a fallu apporter une réponse. Et donc, il s'agit tout simplement d'une affiche collector des JO de Paris. On a pu voir l'affiche qui a été Qui avait fait rendue polémique, publique. d'ailleurs. Exactement, qui avait fait polémique. Mm. Alors là, il s'agit d'une édition limitée qui est n'est distribuée qu'aux athlètes. En plus de ce fameux cylindre, ils reçoivent une mascotte collector, donc les fameuses friges, avec au milieu une médaille de la couleur de la médaille qu'ils ont décrochée. La mascotte, on se moquait un peu, mais finalement, je sais qu'elle est très appréciée par les supporters, par les athlètes. Elle a été très adoptée, ouais. Oui, alors moi qui suis une inconditionnelle des mascottes, je confirme que finalement, à la voir en vrai, elle est plutôt réussie. Ouais. De toute façon, une mascotte, en fait, on pouvait un peu critiquer son côté peut-être un peu kitsch, un peu voilà. Mais c'est ça l'idée d'une mascotte, en fait, c'est que tu as quand même Tendancieux toujours- aussi, il y avait un Voilà. petit côté aussi un peu parce que tendancieux. t'as un peu voilà et Voilà. Avec l'explication qui est donnée, je pense qu'elle fait elle fait sens. Ensuite, donc là, par contre, je reviens sur les vidéos. Les athlètes, quand ils arrivent au village, reçoivent
un fameux pack d'arrivée Ouais. qui a fait Alors j'ai vu beaucoup qu'il y avait parler. un téléphone du partenaire Samsung pliant. D'ailleurs, je trouve que c'est très malin de leur part parce que je vois plein de vidéos où les athlètes se filment. Alors en fait, c'est un coup de pub. Ça leur coûte un peu de sous, mais finalement, c'est un coup de pub énorme parce que moi, j'ai vu des vidéos partout. Je sais pas s'ils ont d'autres cadeaux, mais en tout cas, beaucoup de Samsung. Je crois même une édition collector et tout de ce téléphone pliant. Oui. Mais je pense bon coup de pub de leur part. Alors oui, en effet, Parce le que c'est une cadeau, générosité. Il y a quand même, voilà, et c'est pas pour rien qu'on leur offre les cadeaux. Hein. la preuve, c'est qu'on le voit partout. Mhm. Donc non, le cadeau qui a fait en effet le plus parler, c'est ce fameux téléphone qui, oui, est une édition spéciale Jeux Olympiques, mais ils n'ont pas eu que ça. Donc ils ont eu les fameux classiques, un kit d'hygiène, des pins, des goodies, des produits à l'effigie des JO, en plus des fameuses tenues qui sont forcément mises à leur disposition pour chaque pays. Au niveau high-tech, ils ont reçu des écouteurs sans fil et une enceinte JBL qu'on a beaucoup moins vu que le téléphone, qui reste quand même la star incontestée de ce pack d'arrivée. C'est un pack qui a fait beaucoup d'envieux. Pour l'avoir, il ne vous reste qu'à vous qualifier pour les JO de LA. Vous avez 4 ans. Ah bah ça motive. D'ailleurs, Il y avait déjà à Tokyo, hein, d'ailleurs. Samsung avait déjà fait une édition à Tokyo. Ouais. D'ailleurs, si vous, en parlant de qualification, si vous deviez participer à une épreuve des Jeux Olympiques, sans parler de niveau, Ce serait la etc., marche, Fred. laquelle ce serait? Ce serait la marche. Non, mais moi, évidemment, ce serait le marathon. J'en étais sûre. Enfin, en athlète, voilà, Moi, le 10 000 mètres. voilà, pour moi, en athlète, t'as le 100 mètres et le marathon. Voilà. Olympique, tu veux dire au JO. Non, mais olympique, en termes de symbole, ultra fort, c'est l'homme le plus rapide du monde, l'homme le plus endurant du monde. Et puis après. Mais voilà, si je devais choisir une épreuve, ce serait le marathon. Être champion olympique de marathon. Donc pour revenir à nos moutons maintenant, il est temps de parler d'argent. Donc je reprécise pour ceux qui l'ignorent, chaque athlète médaillé peut recevoir une prime qui est versée par son État et aussi éventuellement par sa fédération. Alors, à votre avis, quels sont les pays les moins généreux? Honnêtement, j'en sais rien. Je dirais un pays qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, en fait. Ah, des fois, t'as des surprises qui sont chauvins. C'est très surprenant parce Ouais. que Non, je pense que finalement, c'est pas corrélé, hein. les pays les Peut-être moins les généreux, États-Unis. Hein. la Norvège et la Suède, donc Ouais, les mais pays ouais, nordiques, c'est des pays super sobres. qui Ouais. finalement ne versent pas de prime Bah, l'argent public, c'est à sacré leurs là-bas. athlètes médaillés. Mmh. Ouais. Bon, c'est Exactement. peut-être pas une bonne idée, ça de pas verser de prime quand même. Et à contrario, le pays le plus généreux, c'est Hong Kong, qui gratifie chaque médaillé d'or de 768 000 $. On change de nationalité. Hein. Vas-y, c'est parti, moi. Ouais, c'est juste énorme. On a quelques autres pays qui offrent aussi des primes assez 700 impressionnantes. $, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, Ça motive. Hein. Ouais. Mais ça pose des questions après sur le dopage. Bon, après, tu vas me dire, les footballeurs, ils se posent beaucoup plus. Oui, non, Parce que ouais, je sais même pas, mais c'est voilà, c'est. Ouais, Après. c'est pareil, hein. Effectivement, c'est Ouais. c'est pareil, hein. 750 000 $, donc on va dire 700 000 €. Tu sais, j'aurais pensé les pays type Qatar et tout, qui payent, ou Ouais. du Moyen-Orient, qui pouvaient se Après, permettre. il y a aussi les enjeux de savoir finalement combien de médailles ils vont avoir. On parle uniquement sur la médaille d'or. Mmh. Voilà. Et en France, alors, c'est combien? Alors, en France, on est à 80 000 € pour une médaille d'or. Ah, c'est plus qu'avant, parce qu'avant, c'était pas ça. Hein. Je pense qu'avant, on était Ça a autour des augmenté. 30-40 000 €. Hein. Ça a augmenté de 15 000 € depuis Tokyo. Ah ouais, donc ça avait déjà quand même un peu augmenté. Et Ouais, 80 000, c'est pas mal. quelle que soit la médaille d'or, quel que soit le sport. quel je veux que dire, soit le ouais. sport. Il y a une époque, il y avait une différence suivant le sport. Ah, c'est pas très justifié. Ça. Non, Mais parce que c'est- sport d'équipe et sport individuel, non? C'était pas oui, ça? puis même suivant les sports, on estimait, alors je dis pas que c'est juste ou pas, mais c'est voilà, on estimait que, par exemple, je vais prendre deux cas un peu extrêmes, hein, et il n'y a rien de. Je préfère toujours prévenir parce que les gens sont un peu sensibles sur les réseaux sociaux notamment, et je ne veux vexer personne. Qu'il était par exemple plus difficile d'être médaillé d'or sur marathon que d'être médaillé d'or au curling. Je vais prendre quelque chose qu'il n'y a pas au JO, tu vois, d'été, et que du coup le prix de la médaille n'avait pas la même valeur. Ouais, en c'est un fait. peu débile. En fait, il y avait un truc autour de ce qu'ils appellent l'universalité de la discipline. Et suivant, voilà. C'est suivant que tu es dans un sport en gros que tout le monde pratique ou qui est pratiqué par moins de personnes, ça n'avait pas le même poids. Et c'est très bien que ça soit plus le cas parce que les JO, c'est les JO pour tout le monde, effectivement. Alors, il faut savoir aussi que, et c'est une nouveauté, le staff et les entraîneurs sont aussi récompensés. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les montants que je viens de donner, donc 80 000 € pour la médaille d'or, 40 000 € pour la médaille d'argent et 25 000 € pour le bronze, ne sont pas cumulables. Donc, c'est-à-dire qu'un athlète qui remporte... Léon Marchand. Voilà, c'était à lui que je pensais aussi, ne pourra pas cumuler les primes en cas de victoire. Et de même,
pour une victoire sur un relais, la somme est divisée entre les participants, tout comme pour les sports d'équipe. Et cette année, ce que je trouve très très bien, je ne sais pas si tu allais en parler ou pas, mais les entraîneurs aussi, le staff, pas que l'entraîneur, reçoit la même prime que l'athlète, donc 80 000 € pour une médaille d'or. Là, par exemple, le staff de Casson-de-Beaugrand va recevoir aussi 80 000 € pour lui. Et ça, c'est top qu'on valorise aussi les entraîneurs parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs bénévoles. Mais ça allait être ma question du coup. Parce que, est-ce que, mais peut-être vous n'avez pas la réponse, mais l'idée, c'est pas de vous piéger, mais est-ce que ce sont les staffs des entraîneurs nationaux, les staffs officiels des fédés ou le vrai staff de l'athlète? Je pense que c'est désigné par l'athlète. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est l'athlète qui doit désigner son entraîneur qu'elle veut gratifier. Ce qui me paraît logique. Mais ça me paraît logique. Mais ceux où c'est un peu en désigner 10 ou à pas en désigner 2. Quoi. Mais je pense que c'est l'athlète qui désigne à suivre. Moi, je n'ai pas la réponse. Et donc, pour en finir avec les médailles, est-ce que vous savez combien coûte chaque médaille? J'ai vu passer ça. Je crois Allez, je dirais entre 3 et 5 000 €. Je crois que c'est 800 € pour la médaille d'or. Pour la médaille d'or? Ouais. Alors, la médaille d'or, on est aux alentours de 860 €. Il y a de l'or dessus d'ailleurs? Il y a 6 grammes de plaqué or pour 6 505 grammes d'argent. Ils sont radins chez LVMH. Ah là là. Non, c'est parce que j'incluais la Tour Eiffel. Non, pas la Tour Eiffel, mais j'incluais la petite sacoche Louis Vuitton avec. C'est pour ça que je suis monté fort. Et la mascotte. Voilà. Et alors, sur la médaille d'argent, elle est à 435 €. Et enfin, alors là, ça a fait énormément parler. À votre avis, combien coûte une médaille de bronze à l'unité? Bon, là, du coup, je vais peut-être partir trop bas, mais 50 €. Ah, tu pars pas trop bas du 500 tout. 500 €? Non, on avait dit 400. Ouais, 150 €. Ah bah 3,60 €. C'est une médaille qui est composée d'un alliage de cuivre et de zinc. J'ai acheté un ticket de métro, c'était 4 €. Hein. Exactement. Pour venir jusqu'ici, mon ticket coûtait 6 €, donc j'aurais pu avoir plusieurs médailles de bronze. Alors hier, moi j'ai pris un double expresso dans Paris. J'ai payé deux médailles. Est-ce que ça a bien monté quand même les prix, hein? Bien sûr, après on parle de valeur vraiment, valeur marchande. Après, forcément, la médaille a finalement une valeur inestimable. Ça dépend de l'athlète qui l'a gagnée. Ouais. On rajoutera l'inclusion de Tour Eiffel qui en fait quand même un objet unique. Elles sont très belles d'ailleurs, elles sont jolies les médailles. Mais c'est vrai que c'est LVMH, du coup, le partenaire. Alors, c'était surprenant parce que, s'il y en a qui s'intéressent dans nos auditeurs au marketing sportif, mais on avait tous été très surpris par la volonté d'LVMH d'être présent sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, ils ne sont pas partenaires des Jeux Olympiques, ils sont partenaires de Paris 2024. En plus, je crois qu'ils ne sont même pas partenaires top. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et finalement, ils sont partout. On les voit partout. Sur toutes les marques, ils ont. Je suis même surpris parce que tu vois que eux, quoi. Donc, ils ont vraiment eu pas mal de traitements de faveur, je pense, sur Paris 2024. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est sympa. Sur la cérémonie d'ouverture, c'était impressionnant. La visibilité qu'ils ont. Donc, bon coup, je pense, pour eux. On aurait peut-être préféré qu'ils mettent des modèles un petit peu plus chers avec un petit peu, je sais pas, des bijoux, quelque chose. Mais en tout cas, c'est une belle Europe. C'est un beau groupe pour la France, c'est bien. Mais je serais Orange, Carrefour, je ferai un peu la gueule parce que je trouve qu'ils sont très visibles. J'avoue que j'ai pas d'avis sur la question. Voilà. Bon, après, je m'intéresse au marketing sportif, forcément, c'est un truc qui me passionne. Donc, Pour les médailles, je crois que pour répondre sur ce point-là, il me semble qu'ils ont quand même un cahier des charges assez carré. Ils font pas ce qu'ils veulent avec les médailles. Elles sont très belles. Et c'est vrai qu'esthétiquement, elles sont quand même très réussies. Merci beaucoup Nolwenn. On va te laisser suivre les Jeux Olympiques et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Je vous propose maintenant qu'on parle de la discipline. Allez, tu parlais de Fred du 100 mètres, mais c'est l'une des disciplines reines, le marathon avec toute la symbolique qu'elle a. Fred, tu nous disais tout à l'heure, toi si tu aurais voulu participer à une épreuve olympique, c'était le marathon. Là j'imagine que tu es assez friand et tu attends ça avec impatience. Clairement, je veux dire, je pense que s'il y a une épreuve... moi qui me fait plus vibrer que les autres, c'est clairement le marathon. Pour plein de raisons, parce que c'est ma distance de cœur. Et là, en plus, notamment chez les hommes, je pense qu'on va avoir une magnifique course qui est liée à la fois au plateau. J'en parlais tout à l'heure, à la possibilité d'avoir une médaille française, ce qui n'est plus arrivé. Alors, pas le titre, je fonde beaucoup d'espoir sur Morad et j'espère qu'il fera la meilleure place possible. J'ai quand même du mal à le voir champion olympique parce qu'on a deux grands champions qui vont s'affronter. C'est aussi ça et c'est merveilleux, quoi. Ça va passer quasiment devant chez moi. Donc, c'est vraiment
la discipline que j'attends avant tout. Dernier champion olympique de marathon français. Dernier seul, je crois, Alain Mimoun. Non, pas le seul. Non, oui, t'as raison. Pas le seul, justement, parce qu'il y a le fameux marathonien oublié. El Wafi Bouguera. Et qui est derrière une rue à côté du Stade de France. C'est vrai qu'il est vraiment tout le temps oublié. Voilà, et c'est un peu ce qu'on m'a. Alors, et c'est aussi, il y a beaucoup de torts dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien, mais c'est aussi, je trouve, l'envers de la médaille, c'est que ça a aussi des bons côtés, c'est que ça a pu remettre un athlète comme ça sur le devant, parce que beaucoup de gens en parlent, et c'est vraiment une histoire passionnante. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que les gens connaissent peu, c'est que lorsque Alain Mimoun a été reçu par De Gaulle suite à sa médaille d'or sur marathon olympique, il a demandé à El Wafi Bouguera de l'accompagner. De l'accompagner à l'Élysée. Et c'est vraiment... Enfin voilà, je pense que c'était la meilleure reconnaissance qu'on pouvait donner à cet immense champion. Après, Alain Mimoun était tellement... c'est une figure emblématique, donc forcément, ça met un petit peu d'ombre sur les autres. Ouais. Alors Fred, le marathon cette année, il a une particularité, c'est son parcours qui est complètement atypique. 42 km 195 sur une boucle qui relie Paris et Versailles, un départ place de l'Hôtel de Ville et une arrivée aux Invalides. 9 communes traversées, Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Havrais, Versailles, Villers-Fray, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux. Et surtout, et ça c'est ce qui fait beaucoup parler, 540 mètres de dénivelé positif avec une montée qui commence dès le 15e kilomètre, donc très très tôt, jusqu'au 30e, suivi d'une descente assez... On parle beaucoup de la montée, mais il y a cette descente entre le 30 et le 32e qui va aussi certainement... qui peut causer quelques petits ravages. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes, un marathon aussi technique. Quelle est, toi, ton impression sur ce parcours ? À Jeux Olympiques extraordinaires, parcours extraordinaire dans le sens que c'est pas ordinaire, évidemment. Il y a les pour, il y a les contre. Alors moi, j'ai ni d'avis, ni pour l'un ni pour l'autre. Le parcours, il a été défini comme tel. Maintenant, ça rebat les cartes. Honnêtement, c'est un parcours qui rebat les cartes. Alors déjà, sur le dénivelé, il y a quand même, parce que j'ai fait des recos, j'ai vu les traces GPX des gens qui les font. Je ne sais pas comment on calcule les 500. On serait quand même plus proche des 310, ce qui est quand même déjà quelque chose, 310 des plus, des moins. C'est pas courant sur un marathon international. Encore en grand championnat, c'est du jamais vu. Le parcours est assez prestigieux. Moi, le seul petit bémol, mais c'est parce que je suis comme ça, parce que je viens du monde de l'athlé, je trouve qu'un marathon, ça se finit dans un stade olympique. Je suis bien d'accord, c'est vrai. Et c'est un peu, entre guillemets, le petit regret que j'ai. Après, ils partent de place de l'Hôtel de Ville, ils arrivent aux Invalides, en ayant fait un petit tour devant Versailles. Enfin voilà, faut aussi dire que c'est quand même un parcours qui a de la gueule, quoi. Ouais, et puis ça nous change quand même de ces boucles de 5-10 km, très ennuyeuses parfois, avec ces virages en épingle. Là, quand même, on peut se féliciter, je pense, de ce parcours-là. Ouais. Et peut-être que ça donnera des idées aussi aux organisateurs des prochaines compétitions, parce que voilà, les cartes sont rabattues, il y a plein d'éléments qui vont entrer en compte, et donc on va peut-être assister à une domination kenyane et éthiopienne qui va peut-être être remise en cause ou pas, on va en parler. En tout cas, la composition côté tricolore de la délégation française est composée chez les hommes de Morad Amdouni, Nicolas Navarro et ensuite Félix Bourg qui remplace Mehdi Frère. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une ambiguïté puisque Mehdi Frère sur les réseaux sociaux a communiqué en disant que lui, il espérait pouvoir participer encore au marathon des Jeux Olympiques puisqu'il a porté un recours. On sait qu'il a été suspendu 2 ans pour manquement à la lutte anti-dopage. Est-ce que tu as un peu plus d'infos ? Est-ce qu'il va courir ? Est-ce qu'il ne va pas courir ? Parce que c'est vrai que ça met un peu d'ambiguïté. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'on va le voir sur la ligne de départ ? Honnêtement, j'en sais rien, parce que ça, c'est entre les mains du TAS, du tribunal administratif sportif. Comme tu le disais, il a été suspendu 2 ans. Il a fait appel devant le TAS. Normalement, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux, parce que je n'ai pas non plus plus d'infos que ça, la décision du TAS devrait être rendue cette semaine. Après, le World Athletic peut aussi faire appel, mais l'appel n'est pas suspensif, donc voilà. S'il gagnerait, il pourrait perdre potentiellement sa médaille. Voilà, mais honnêtement, donc je ne sais rien. Pour l'instant, pour moi, il ne court pas. C'est pas contre lui que je dis ça, il est suspendu, il n'est pas dans la liste. Donc je me concentre un peu sur ceux qui y sont. Et en plus, on a vu
entre guillemets, on a appris que Hassan Chadi avait été intégré par le CNOSF comme remplaçant. Donc la question se pose, c'est que là, de toute façon, on a déjà un remplaçant potentiel si quelqu'un devait sortir. Enfin, je ne sais pas trop, il y a un petit imbroglio, pas imbroglio, mais un vrai questionnement. Moi, je vais me concentrer sur les 3 qui sont officiellement inscrits à l'heure actuelle. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette situation. Lui espère y aller, évidemment, hein, mais comme tous les athlètes qui sont suspendus et qui contestent un moment, on l'a vécu à l'escrime cette année. Il y avait une escrimeuse française qui avait été suspendue, qui a été... le jugement a été inversé. L'AEMA avait fait appel. Donc, si elle a remporté une médaille, c'est Isaura Tibus, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. L'AEMA avait fait appel, mais l'appel est non suspensif. Donc, elle a pu concourir. Elle n'est pas allée bien loin, malheureusement. Je crois qu'elle s'est arrêtée en 8e. Je pense que l'athlète, quoi qu'il arrive, n'arrive pas dans les meilleures conditions pour faire une belle compétition et qu'il est perturbé. Donc voilà, je peux comprendre l'envie d'un athlète de absolument faire les JO. Après, il y a aussi une équipe en place et peut-être aussi il faut penser à l'équipe et notamment à la personne qui est censée le remplacer. Félix Bourg, c'est ça, parce que j'imagine que pour Félix Bourg, c'est pas évident. Il a il y a quand même une négligence, en tout cas, qui a été faite par Mehdi Frère sur cette suspension, qui est une réalité. Il y a aussi cette capacité à assumer ses erreurs, à les reconnaître. C'est vrai que là, ça ne rend pas forcément service à Félix Bourg, qui finalement ne sait pas encore s'il va participer ou pas. Ce n'est pas les meilleures conditions. Peut-être que des fois, il faut savoir se dire que pour l'intérêt de la nation, c'est bien aussi de ne pas créer des polémiques par-dessus des polémiques et d'assumer finalement des fois les erreurs. Alors, on peut penser qu'il est de bonne foi ou pas, peu importe, c'est pas la question. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un appel, il y a eu une décision qui a été prise, il y a un remplaçant qui a été nommé et c'est vrai qu'on peut regretter que c'est pas un climat très serein, quoi. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais là je me dis, est-ce que la responsabilité elle porte pas plus sur la fédération? Parce que l'athlète estime, si l'athlète s'estime dans son bon droit, qui porte un recours, ça fait partie d'un chemin juridique, donc il a le droit de le faire, donc il le fait, ça on l'entend. On se doute bien qu'il va le faire puisque c'est les JO en France. Et je pense que ça aurait été les JO ailleurs, il l'aurait fait aussi, mais encore plus là. Mais est-ce que c'est pas à la fédération, à un moment donné, au moment où elle doit déposer la liste, elle sait qu'elle a un athlète en contentieux, de trancher? Elle a tranché pour d'autres athlètes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un grand absent sur le 3000 mètres steeple qui est Djilali Bedrani. Qui a fait le seul athlète sur 3000 steeple français qui a fait 2 fois les minima cette année, qui a une expérience, on va pas dire longue comme le bras. C'est pas pour enlever du mérite à ceux qui sont sélectionnés, évidemment. Qui était une vraie chance de médaille. Voilà, qui est, à mon sens, en tout cas, qui pouvait être une des surprises, qui pouvait en tout cas être finaliste, donc top 8 et viser un podium. Il y a des règles qui ont été établies. À un moment, la Fédé, elle a su trancher dans ce cas-là. Elle sait trancher quand il le faut. Peut-être qu'elle aurait dû. Je précise que ça n'a rien à voir avec des affaires de dopage. Hein, oui, clairement. C'était clairement. des soucis de forme, hein, attention. C'était parce qu'ils avaient établi. Sur ça. C'était par rapport au classement, au championnat de France élite, en fonction de ceux qui avaient réalisé les minima. Mais c'est un choix d'ailleurs qui a beaucoup interrogé, moi le premier, de nos sélections. Mais du coup, à un moment, est-ce que dans le cas des marathoniens français, sachant qu'en plus, la Fédé devait communiquer début juin, la liste des marathoniens, et du fait du contentieux qui était en cours, parce qu'allez, début juin, Mehdi Frère était encore en suspension provisoire, donc la fédération ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ils avaient décidé de remettre à plus tard l'annonce de la sélection française. Et il est suspendu officiellement et il l'intègre dedans. Ça pose question, est-ce qu'ils auraient dû trancher? Voilà, c'est peut-être eux, s'ils avaient voulu, en tout cas, préserver les athlètes sélectionnés, peut-être trancher. Alors, Mehdi Frère me dirait très justement, je pense que non, c'était pas leur rôle puisqu'il a fait le minima et qu'il a un recours et qu'il est juridiquement valable. J'entends, hein, c'est pas la discussion, mais on peut pas reprocher à l'athlète d'user jusqu'au bout de son droit de recours parce que c'est un droit légal. C'est un droit légal, donc là-dessus, voilà. Après, de
voilà, ça crée une drôle d'ambiance quand même. Ouais, mais de toute façon, l'ambiance est pas très clean Mm. dans cette équipe marathon, puisque lorsque Morad Amdouni a été sélectionné, il y a eu quand même... Dont mes 10 frères aussi, qui s'étaient un peu étonnés de cette sélection-là, alors que Morad Amdouni n'a pas manqué de no-show, n'a jamais été contrôlé positif à des contre-antidopage, et pourtant, c'est vrai, il y a un traitement beaucoup plus dur sur lui, en tout cas inter-athlétisme, je veux dire. Voilà, et c'est quelque chose qui est assez regrettable, parce qu'en fait, on sait bien que tous les athlètes ne sont pas faits pour être amis, c'est parce qu'on leur demande. On ne verra jamais dans un grand pays de fond, et notamment, on va prendre les plus grands, Éthiopie, Kenya et tout, même lorsqu'une sélection est contestée, voir les copains de la sélection potentielle balancer sur le meilleur performance. Ils ont le droit après s'ils sont pas d'accord avec quelque chose. Je pense que l'intérêt sportif national passe avant tout. Moi, quand les gens vont être sélectionnés, si mes 10 frères est finalement innocenté et sera présent lors de ce marathon olympique, je l'encouragerai comme un athlète français. Je ne dirais pas, tiens, il y a quand même un truc qui n'est pas clair et tout. Il est sélectionné, il est dans l'équipe de France, je le soutiens, basta. Je ne suis pas là, voilà. Il n'y a pas d'état d'âme de personne ou autre. Mais... Chacun son métier après. Il y en a qui prennent des décisions et il y a les spectateurs. Bon, c'est vrai que tout ça est assez curieux, mais Djellali Bedrani, du coup, je salue parce que son message, je ne sais pas si tu l'avais vu passer. Si. Très très smart, très smart. Où il encourage, il prend acte de la décision. Justement, il sait pas. Voilà. Enfin, j'ai trouvé qu'il en est sorti grandi avec beaucoup de maturité. J'avais été très touché par son message. Très très grande maturité. J'avais trouvé ça. Alors que honnêtement, dans l'honneur, c'était dans contestable en tout cas. Voilà, c'était contestable et que je pense qu'il aurait eu des raisons on a vu des athlètes prendre la parole contre la Fédé, des fois avec plus ou moins de délicatesse. Mais c'est vrai qu'il a. Voilà, je salue en tout cas. J'ai trouvé ça très 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 fort. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on a Nicolas Navarro. Nicolas Navarro, c'est vrai que si vous le suivez sur le Strava, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, c'est un peu le problème avec Strava, c'est que voilà, on sait qu'il a beaucoup allégé sa charge d'entraînement de manière un peu brutale. On a présumé peut-être à une blessure. On sait que Morad Amdouni, il y a aussi des rumeurs. Hassan Chadi a dit qu'il croyait savoir que Morad était blessé. Tu vois, il y a aussi beaucoup de choses qui. C'est vrai que le climat est un peu particulier. Tout le monde veut courir le marathon. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des athlètes qui sont au top de leur forme ou est-ce que finalement, à part Félix Bourg ou mes 10 frères, ça craint un peu quoi? Honnêtement, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un questionnement autour de Morad Amdouni, parce que en même temps, sa perf, elle date de février, donc on ne l'ait pas revu briller depuis, qu'ils sont un peu en dedans, ça peut se comprendre. On l'a vu au cross quand même. Voilà, oui, mais c'est. Il était pas forcément à son niveau, oui, c'est vrai. Ce qui est logique, puisque voilà, il s'était concentré sur le marathon, il a fait 2h3,47, c'est pas rien comme perf. Nicolas Navarro ne semble pas, mais ça c'est aussi via ce qu'on voit à travers les réseaux, où ses résultats ne semblent pas dans sa meilleure des formes. Après, c'est quelqu'un qui a été papa l'an dernier, qui visiblement, d'après ce qu'il publie, assume pleinement sa paternité et il participe beaucoup. Donc, bravo à lui. Voilà, nous, maintenant je dis nous, parce que tous les deux nous sommes parents, on sait ce que c'est. Quand on fait des enfants, on s'en occupe. Voilà, et du coup, c'est peut-être ça, voilà, mais... Et derrière, voilà, on ne sait pas trop. Sur l'état de forme, à l'instant T, on pourrait dire que c'est le remplaçant Hassan Chadi qui présente le plus de garanties parce qu'il a fait une grosse course au semi-Ventoux sur un profil, on va dire, qui pourrait faire penser à ce qu'on va même voir. Même à Londres, un profil assez technique où il s'est bien marathon. Battu, hein. On sait que Hassan est un coureur d'expérience, que c'est aussi un coureur de championnat. Il l'a prouvé l'an dernier aux mondiaux en étant finaliste sur le marathon. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, c'est de ce qu'on sait. Félix Bourg, je ne vois pas trop de choses circuler. Ce n'est pas quelqu'un qui communique énormément. On ne sait pas. Moi, j'ose espérer, je suis persuadé que s'il se présente sur la ligne de départ, ces coureurs seront... tous ces coureurs en premier français. Allez, on se mouille là un peu. Moi, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, si Morad Amdouni est à son niveau de forme optimal, il peut même jouer le podium. Voilà. Donc pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Sur la performance brute, il se détache des autres. Il n'y a pas photo, c'est incontestable. Donc, à un moment, c'est aussi ça l'athlé. C'est ça qui est bien en athlé, c'est que voilà, il y a un chrono référence et le chrono référence, il est 1 minute 30 plus favorable pour Morad que tous les autres à minima. Alors il y a aussi Nicolas Navarro qui est un très bon grimpeur qui, s'il fait très chaud, peut aussi tirer son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui gère très très bien la chaleur. Et sur une course tactique, un Félix Bourg qui vient de la piste, qui est capable, on l'a vu à Valence, tu as vu la puissance qu'il avait en fin de course.
peut être un sacré atout, je pense, vraiment. De toute façon, tout l'enjeu, je pense, va être autour de comment cette course va être courue. D'ailleurs, pardon, je te coupe. Vas-y. Félix Bourg qui a battu Morad Amdouni en finish à Valence. Oui, tout à fait. Tu vois, ce qui prouve que quand c'est des courses tactiques, il est capable sur les derniers kilomètres de vraiment être très rapide. Et ça pourrait. On le sait que c'est très tactique. En fait, l'enjeu, pour moi, je pense, va être de la configuration de course. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une course d'attente jusqu'à la descente, la grande descente de la Côte des Gardes, pour ceux qui font le Paris-Versailles, qu'on fait à l'inverse, mais qu'on fait totalement. Enfin, qu'on fait. Moi, je ne cours pas, mais en tout cas, que les marathoniens olympiques feront. Ou est-ce que les meilleurs athlètes, sachant que le parcours est un peu sélectif, vont durcir d'entrée de jeu le train pour faire un peu exploser tout de suite et régler ça entre guillemets, entre grands, hein, voyez bien ce que je veux dire, parce que au-delà de notre préoccupation française, il y a quand même un gros choc qui s'annonce. Alors on va voir, parce que certains me font valoir que c'est peut-être les gloires du passé, mais elles sont quand même au JO, donc elles ne sont pas tant du passé que ça. Il y a un grand choc entre les deux grands rivaux d'Afrique de l'Est, le Kenya et l'Éthiopie, avec Eliud Kipchoge, qui est certainement le plus grand marathonien de tous les temps, et Kenenisa Bekele, qui est, alors on peut toujours discuter, mais un des plus grands athlètes qui de peut tous créer les la temps. surprise en tout cas, et qu'il a déjà créé à plusieurs reprises. Qui a été sélectionné, qui a un gros chrono, hein, voilà, donc. Et un Kipchoge qui a failli pas se faire qualifier. Il y a eu un débat sur des rumeurs sur qu'il n'aurait pas eu la sélection. On sait qu'il n'est pas en grand état de forme, donc tout est possible. De toute façon, mais alors ça c'est pas pour lui, parce que je sais qu'il a beaucoup souffert, parce qu'il a été attaqué sur les réseaux, notamment lorsque le regretté Kiptoum est décédé. Je pense que si Kiptoum était toujours en vie, qu'il avait été sélectionné, Kipchoge l'aurait certainement pas été. On est sur des pays qui fonctionnent en logique de pays, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner un gars, une équipe, mais l'équipe se met au service d'un coureur. Enfin, je veux dire, on va pas voir des. Et c'est tout à leur honneur, hein, voilà, c'est très bien. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils font, et c'est un peu comme ça l'écrémage qui se fait. Voilà, on peut supposer que les Éthiopiens vont se mettre au service de Bekele, mais s'ils voient dans les 10-15 premiers kilomètres que Bekele, c'est pas son jour, ils vont se reporter sur une autre chance, parce que l'idée, c'est pas que ce soit un tel ou un tel qui gagne, l'idée, c'est que ce soit l'Éthiopie pour les Éthiopiens ou le Kenya pour les Kenyans qui gagne. Tu vois qui alors en gagnant? Allez, avant de passer aux filles, parce que le temps passe. Moi, c'est le choix du cœur, donc ça va être Bekele. Bekele devant Kipchoge et la 3e place pour Morad Amdouni. Bon, écoute, on verra si l'avenir te donne raison. Parlons maintenant du marathon féminin. On nous avait dit, en France, il y a une crise chez les filles sur marathon. On n'a pas de marathonienne, c'est catastrophique. Et là, on voit 3 filles, Mélodie Julien, Megdes, Woldou, Méline Rollin, qui se sélectionnent, qui font les minima. Ça, c'est la surprise. Sur ces 3 Françaises, sur qui tu mettrais ta petite pièce? Alors, c'est vrai qu'on avait un gros trou. On a eu un gros trou, et même pendant 2 ans, 2-3 ans, on pensait qu'on aurait pas de marathonienne. Et en fait, là, en 2 ans, on a eu des chronos, parce qu'on a les 3 sélectionnés. Mais derrière, il y a eu aussi Manon Trapp et Fadwa Ledem, qui n'étaient pas très loin de la sélection. Ça s'est joué à peu de choses. Voilà, donc on avait quand même un vivier presque inespéré il y a encore 2 ans. Sur les 3, alors, si on raisonne de manière brute sur le chrono, Méline Rollin est évidemment devant, puisqu'elle a pris le record de France cette année. Mais si je devais quand même miser sur une athlète, ce serait sur Megdes Woldou. Pas Mélodie Julien quand même, championne de France de 10 000 mètres, qui a battu justement, si c'est un peu tactique, qui on sait qu'elle a une vraie pointe de vitesse, peut-être moins d'expérience. On sait que c'est une athlète aussi qui stresse beaucoup. Ouais, mais puis Megdes, elle a l'expérience pour elle. C'est quand même je pense qu'à un moment sur marathon, l'expérience compte beaucoup. L'expérience des grands rendez-vous compte beaucoup. Donc, elle a cet avantage-là. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur épingle à tirer du jeu. Maintenant, elles ont leur épingle à tirer dans un deuxième rideau, je trouve. Parce que on est même là, enfin, elles se tiennent en 1 minute, mais elles sont à 10 minutes des meilleures mondiales sur la distance. C'est pas comme chez les hommes, par exemple, Morad Amdouni qui a 1 minute des meilleurs et qui, avec 2-3, peut compter faire quelque chose. Là, les meilleurs, alors, record du monde à part, de 11,53 pour l'Éthiopienne Azefa. La deuxième derrière est en 2,14, Brigitte Kosgei. Et globalement, le gros des troupes internationales, là où se gagnent les marathons, c'est 2,15, 2,16, voire 2,17. Donc, malheureusement, 2,24, 2,25,
on est un peu loin. Enfin, je pense qu'on ne peut pas espérer, sauf être un supporter acharné et peut-être la grosse surprise du coup, même pas espérer un podium, si on est un peu logique. Après, bon, il y a un classement aussi des Français, tu sais que ça se fait beaucoup. C'est vrai que Mekdes a une année un peu très compliquée d'un point de vue personnel. Ça peut vraiment être une source de motivation, de revanche, comme ça peut aussi être compliqué. Donc ça, on verra bien. Mélodie, on sait que c'est une athlète qui ne cesse que de progresser. Finalement, elle est arrivée vite sur le tard. Donc tout ça à suivre. Et puis Méline, record de France. Donc forcément, elle a le chrono qui parle pour elle. Du côté des féminines, toi, ton petit pronostic pour la victoire ? Honnêtement, alors là, je vais raisonner de manière un peu brute, même si tout n'est pas fait par le chrono. Azefa, l'Éthiopienne qui a battu le record du monde l'an dernier à Berlin en 2h53, met quasiment 2 minutes à tout le monde, de manière plus de 2 minutes. Donc logiquement, elle doit être sur le podium. Moi, je la vois, elle et Brigitte Kosgei. Et après, on verra qui peut s'inviter sur le podium. Peut-être qu'on aura la surprise Sifan Hassan, si elle a bien digéré toutes ces compétitions. Sifan Hassan, quand tu as vu ce qu'elle a fait à Londres, excuse-moi. Puisque c'est une athlète qui fait 2,15 lorsqu'elle s'arrête pour s'étirer, lorsqu'elle a des crampes. Donc, je pense que si elle ne s'étire pas, si elle n'a pas de crampes, elle peut faire de 12. Tout est possible avec Sifan Hassan. Avant de se quitter, quelques petits mots sur la particularité de cette année, le marathon pour tous. Beaucoup de nos auditeurs vont participer. On avait fait gagner d'ailleurs 10 dossards pour nos auditeurs. On sait que ça a été très compliqué aussi d'avoir des dossards. On a reçu beaucoup de messages, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration aussi, beaucoup de plaintes des personnes qui ont peut-être trouvé un manque de transparence dans comment est-ce qu'on peut obtenir les dossards, ont eu une impression aussi qu'on favorisait peut-être des influenceurs, ce genre de choses. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à cette course populaire ? C'est sûr, tout le monde ne peut pas avoir un dossard, il n'y en avait que 2024, ou 20 024 disponibles, mais ça reste quand même une première historique. Ça reste une première historique, donc il y a eu moi je trouve que la bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est qu'il y a eu un engouement sans précédent, honnêtement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la course. Après, évidemment, du coup, il y a tous les déçus, tous les gens qui auraient voulu y être ou qui estimaient qu'ils auraient dû plus y être que d'autres, c'est toujours la question. La frustration n'est pas évidente à gérer, parce qu'il y en a énormément. Nous, on reçoit des messages, mais des gens très, très mécontents, quoi. J'ai même des gens qui sont désabonnés d'Orange, quoi, pour vous dire à quel point... Ouais, voilà, mais après, c'est un peu c'est le côté excessif de la passion. Donc, je me dis, bon, il y a quelque chose de... Se dire que c'est une vraie passion. Je pense que... Voilà, moi, comme toi, j'ai reçu beaucoup de messages. Est-ce que Fred, tu peux avoir ? Non, moi, je peux rien avoir. Donc, évitez de m'en envoyer encore à 10 jours d'avant parce que je peux rien avoir. Tu sais, c'est l'un des messages qu'on a plus reçus aussi. Nous, on a fait gagner 10 dossards. Il n'y a pas eu de trucage. Il n'y en aura jamais. Même moi, j'ai pas pris un dossard pour moi. Il s'était posé la question, mais j'ai refusé parce que pourquoi j'aurais un traitement de faveur. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas chacun fait comme il veut. Mais on les a fait gagner. C'était transparent avec. Moi, je trouve que c'est une super première. Franchement, pouvoir, dans le cas des JO, permettre à des amateurs, et là quand je dis amateurs, c'est amateurs vraiment tout niveau, donc qualifiés, de pouvoir courir pendant que c'est les JO, sur le parcours des JO tel quel, c'est une grande première et je trouve ça juste exceptionnel et je trouve ça fabuleux. Donc pour moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Après, on ne pouvait pas faire courir 100 000 personnes, donc il a bien fallu prendre des décisions. Et quoi qu'il arrive, ceux qui n'ont pas eu estiment qu'ils auraient dû. Et voilà, mais c'est... voilà. Pas de classement, ton avis par rapport à ça ? Bonne chose, pas bonne chose ? On ne classe pas ? Je ne sais pas s'il y a le chrono, je crois qu'il y a le chrono, mais pas de classement. Voilà, il y a chrono, pas classement. Je trouve ça très bien, parce que justement, je pense que l'idée, c'est que ça soit une fête. Et presque, moi, j'aurais dit pas de classement, pas de chrono, parce que de toute façon... non, t'es dur. Là, non, mais le chrono va tellement avoir peu de valeur, voire quasiment zéro valeur, parce que finalement, sur un tel parcours... Il faut prendre du plaisir. Voilà, sur un tel parcours, de toute façon, personne ne va battre son RP, sauf les gens pour qui ce sera leur premier marathon. Évidemment, ce sera un RP, mais ça ne voudra strictement rien dire. Donc, pas de vainqueur. Mais on dit pas de vainqueur, mais soyons francs, il y a des athlètes, notamment sur le haut niveau. Il me semble que notre ami Johan Durand avait annoncé qu'il y allait pour finir premier. Donc, il n'y a pas de classement, mais il y en a. On sait que devant, il y en a quand même qui vont un peu se tirer la bourre pour finir premier, ou en tout cas dans le top 10. Et voilà, mais... Moi, j'aurais même mis, pas de classement, pas de chrono, juste cette belle médaille que j'ai pu voir aujourd'hui, pour le coup, et ça va faire un beau souvenir à tout le monde. Puis ça va être une sacrée chouette, et je trouve que ça va être une sacrée promotion de plus pour la course à pied.
Merci infiniment, Fred. J'ai envie de dire que la fête commence. Voilà. Enfin. Exactement. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi ces 2 épisodes jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast d'un coureur spécial Jeux Olympiques. Profitez à fond de l'athlé. À très bientôt.